toi, tu es auteur, illustrateur. Tu as sorti déjà 2 ouvrages, dont le dernier Gribouillage aux éditions Face Cachée. C'est ça? C'est ça. Moi, je suis tombée récemment sur un de tes tweets, un de tes posts sur Insta, où tu disais que, avec tout ce qui se passe en ce moment, tu avais besoin de prendre un peu de recul pour mieux écrire. Et ça m'a fait penser à un livre, au dernier livre d'Amin Malouf, Nos frères inattendus, qui traite d'un illustrateur en fait, qui s'exile sur une île déserte pour mieux écrire. Parce qu'il avait besoin de ce recul justement pour mieux écrire le monde. Est-ce que c'est ça que tu ressens en ce moment? Ouais, complètement, c'est exactement ça. Tu vois, aujourd'hui, le problème des illustrateurs et même des gens qui écrivent en général, c'est qu'on leur demande d'avoir une réactivité incroyable. C'est-à-dire qu'il s'est passé l'acte tragique de Samuel Paty. En fait, le jour même, j'ai rien fait. En fait, j'ai rien fait pendant quelques jours. En fait, c'était super choquant, c'était super lourd. Et ensuite, il y a eu plein de trucs médiatiques qui sont tombés, il y a eu plein de... Tout le monde s'est exprimé. En fait, c'était vraiment brouhaha. C'était anxiogène. Ouais, exactement. En plus, j'avais des gens qui m'écrivaient en privé, qui me disaient ouais, c'est pas normal que tu n'aies rien fait, c'est chelou, c'est bizarre, ça va être mal interprété. Parce que d'habitude, tu réagis assez vite. C'est vrai que d'habitude, je réagis assez vite. Mais là, vraiment, j'avais besoin de me dire bon, bah, et si pour une fois, on attendait un peu, on digère l'information, on digère tout ce qui s'est passé, et ensuite, on produit quelque chose. Mais c'est assez drôle parce que quand tu t'es lancé, je crois que c'est en 2012, tu faisais un blog, mais tu traitais pas de l'actualité. Non, je ne traitais pas de l'actu. Tu parlais de toi. Et c'est à quel moment tu as fait ce tournant-là? Est-ce que c'est les gens qui ont entendu ça de toi ou... En fait, je faisais de temps en temps, mais vraiment très rarement, un petit mot d'actu, mais vraiment le truc pas super poussé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé du coup à faire un ou deux, et ça a très vite pris, les gens partageaient beaucoup plus. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque sur ce côté-là d'un dessinateur, peut-être maghrébin, qui allait parler d'actu, qui allait parler de politique, qui allait parler de ce qui se passe. En fait, il y avait peut-être un vide que je suis venu combler. Que ta voix en tant qu'auteur maghrébin était nécessaire? Ouais, je pense. Je pense qu'il y a des fois où on ne se sentait pas représenté. Quand je parle, par exemple, je sais pas pourquoi je monte le livre, alors que je parle pas du tout du livre. Quand je parle, par exemple, du ramadan, et en fait, je vais parler du ramadan de façon un peu plus drôle, et qui est une façon un peu plus ouverte sur les autres, où je vais parler plus aux catholiques, où je vais dire, ouais, voilà, je vais faire un schéma où je vais expliquer quand c'est qu'on a le droit de boire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de boire pendant le ramadan. Et bien en fait, j'ai fait un truc drôle pour que les gens qui ne sont pas dans le ramadan, qui ne sont pas là-dedans, et qui ont peut-être même des préjugés sur l'islam et tout, puissent se dire, ah, ben en fait, voilà, je viens de comprendre un truc. Et peut-être que de mon point de vue sur l'actu, ça peut faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un truc, il y a un ministre qui a dit un truc islamophobe. En fait, si t'es pas musulman, si t'es pas dans le truc, et ben tu vas pas te dire que c'est islamophobe, tu vas dire ouais, en fait, il raconte son truc. C'est-à-dire que toi, tu peux leur expliquer en disant non, regardez, ça c'est problématique ce qui vient de faire. Et comment est-ce que c'est problématique? Voilà. Mais c'est drôle parce que c'est assez paradoxal, parce que dans le livre, tu dis que tu te considères comme une sorte de mercenaire. T'as pas envie de dessiner quand on te le demande. Et du coup, c'est un rôle qui te tombe un peu dessus, parce que c'est ce qu'on attend de toi, que tu comment vis. Déjà, dans le rôle de mercenaire, ce que je dis, c'est surtout que j'ai pas de cause. C'est plus ça le côté mercenaire, c'est de me dire, en fait, je vais pas écrire, je vais pas dessiner que pour cette cause-là, parce que, en fait, je vais dessiner selon ce qui se passe dans l'actualité et selon là où on a besoin de moi. C'est-à-dire que demain, il va y avoir une minorité, je sais pas, en Afrique du Sud qui est pourchassée, en fait, je vais faire un petit dessin dessus pour en parler, et ensuite, quand le truc aura pris de l'ampleur, moi, j'arrêterai. Par exemple, il y a quelques mois, ou même l'année dernière, il y a 2 ans, je faisais pas mal de dessins sur les Ouïghours. Aujourd'hui, le truc a pris beaucoup d'ampleur, les gens parlent, tout le monde, c'est devenu mainstream. C'est devenu mainstream. Du coup, je fais plus de dessins sur les Ouïghours parce que ça a plus d'intérêt. Parce que tu sens que ça a plus d'intérêt. Là, je refais des dessins sur le racisme et tout, alors que je pensais que j'allais plus jamais en refaire. Parce que je pensais que c'était établi, que le racisme c'est mal, tu vois. Sauf que je me rends compte qu'aujourd'hui, le racisme, l'islamophobie, la xénophobie, tout ça, ça revient en force. Du coup, là, j'en reparle parce que c'était le moment d'en parler. Il y a un truc assez sensitif avec toi, c'est que, en fait, tu l'expliques bien dans le livre, c'est que c'est le dessin qui t'a pris. Tu étais en cours et puis tu t'es mis à dessiner, ça t'a finalement jamais lâché. Et je sais pas, j'ai l'impression que tu es un peu guidé par l'évidence. Tu as une approche très sensitive des choses. Est-ce que je me trompe? Je sais pas comment c'est arrivé. Je sais pas comment c'est arrivé. Je crois que c'était super naturel. En fait, le dessin, c'était la chose la plus naturelle que je pouvais faire. C'était aussi naturel que marcher, tu vois. C'est incroyable. Tu sais, et depuis quoi, j'ai 3-4 ans. C'est-à-dire que j'ai pas de souvenir
où je voulais faire autre chose de ma vie que dessiner. Surtout que tu n'avais pas forcément de représentation de personnes de ta famille qui dessinaient, c'est venu à toi? Bah en fait, ça je sais pas. Je sais pas. Je crois qu'il y a eu tout le côté Club Dorothée, tout ça quand on était petit, et du coup on voyait pas mal de dessins, tout ça. Voilà, et nous on achetait aussi des petits mangas reliés à Dragon Ball et tout. Donc en fait, peut-être que ça vient de là, parce que c'est une de mes premières inspirations. Quoi. Mais t'as jamais lâché, parce que t'as eu tes profs qui ont essayé de te dissuader, t'as eu ta mère qui t'a dit pourquoi tu fais pas boulanger. Ouais. Et c'est fou de se dire que gamin, t'as cette ténacité de croire en toi et de te dire je veux rien faire sauf ça. Ouais, en fait, ouais, les profs faisaient semblant en fait de vouloir faire autre chose. Parce qu'en fait, on leur dit dessinateur, c'est comme dire bah ouais, je vais être cracheur de feu, donc ça n'a aucun sens. Et du coup, je leur disais ouais, je vais faire ça, mais dans ma tête, je me disais mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Enfin, j'avais vraiment ça. En fait, je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'étais vraiment mature. Mais t'étais très jeune. Ouais, c'est de voir, j'avais quoi, 8-10 ans, et je leur disais mais. En fait, j'étais même étonné qu'eux ne veulent pas faire ça. Eux, ils étaient là dans leur vie propre. Ils ne sont pas fascinés par ça. J'ai dit, mais attendez, ça ne vous dérange pas de rien créer? J'ai eu cette problématique dans ma vie, surtout ado, où je regardais les gens et je me disais, mais ces gens, ils créent rien du tout. C'est créer que voilà. Tu aimes finalement. Voilà. Enfin, dessiner, c'est le top de la création con, mais écrire, je sais pas, peindre, la sculpture. En fait, je voyais ces gens qui créent et je me disais, mais en fait, les gens, vous créez rien. Mais c'était super. Je pense pas que c'était une bonne pensée ou c'était peut-être un peu de. Ouais, je sais pas, peut-être déplacé, mais j'avais l'impression de voir les gens et de me dire demain vous allez mourir, il n'y aura aucune trace de vous. T'as besoin de marquer, te marquer. Voilà, en fait, vous n'avez rien créé. Et mais bon, après, j'imagine. Enfin, après, j'ai eu la maturité de comprendre que la vie, on pouvait satisfaire autrement et puis s'accomplir autrement. Voilà, c'est pas bien autrement. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que quand j'ai lu le livre, il y a un côté très, très, très sensitif parce que tu fais appel à beaucoup de nos sens. Tu vois, tu vas parler de lessive, du coup, s'il y a des odeurs qui me sont remontées ou alors des chewing-gums, tu sais, dont tu parles, qui viennent du Maghreb. Et du coup, il y a tout un aspect olfactif dans ce livre et tu voulais qu'on rentre dans ton univers comme ça, par les sens. Pas seulement par. Il y a vraiment un côté très artistique accompli. En fait, c'est juste que je pense que le livre. Tous les livres ne sont pas faits pour tout le monde. Et en fait, si tu as été touché par le livre, c'est parce qu'il t'a parlé et qu'en fait, ce livre-là, en un sens, tu aurais pu l'écrire. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça les auteurs, c'est quand on lit un truc, en fait, on cherche à lire un peu de l'évidence, tu vois. Se dire, ah mais voilà, c'est ce que je pensais, ouais, je suis en train de dire ça, c'est vrai, c'est fou. Et je pense que ce livre-là, il parle à beaucoup de monde parce qu'en fait, c'est des choses qui n'ont pas été racontées dans le livre. Personne n'a raconté l'histoire du chewing-gum flash, dans 10 secondes, ou à parler du TIL, ou à parler de peut-être de cette sensation qu'on a quand on arrive au port de Tanger, après avoir fait 3 jours de route. Ouais, la route du bled, finalement, avec ce qu'on croise, tout ça, c'était mon enfance aussi. Voilà, et donc en fait, je pense que c'est juste que le livre te parle parce que tu fais partie de ce livre, et comme plein de gens. Il y a aussi, tu sais, un certain équilibre, parce que toi, tu es franco-marocain, de confession musulmane. Tu revendiques tes origines amazighiennes, etc. Tu t'es illustrateur. Finalement, j'ai l'impression que les gens ont toujours voulu te mettre dans des cases, avec toi, tu as réussi à composer. Est-ce que c'est le dessin qui t'a aidé à tout synthétiser, à t'assumer complètement? Je ne sais pas si c'est le dessin, mais dès le départ, j'étais du coup un fils d'immigré qui habitait en Auvergne, qui voulait faire du dessin, qui était du coup intéressé par ça. J'étais pas intéressé par le foot, par tous ces trucs-là, le truc qu'on m'avait souvent reproché quand j'étais gamin, de me dire mais tu t'intéresses pas au foot? Ouais. Je pense qu'il y a plein de choses qui font que depuis que je suis gamin, je savais qu'il y avait un truc où j'allais pas à me mettre dans une case, on n'allait pas pouvoir m'y mettre et finalement c'était pas si grave. Parce que c'est confortable une case. En fait, on est dans son truc et en fait on est prédéfini par des choses. Sauf que quand tu es ado ou quand tu es enfant, tu as besoin en fait, de savoir qui t'es. En fait, tu as besoin d'une case. Je pense que c'est après l'adolescence qu'on sort de sa case, mais pendant l'adolescence. Et tu as eu besoin de cette case-là toi aussi? Moi, pas du tout. En fait, t'étais à l'aise en fait, je me suis toujours foutu de ce que pensaient les gens. Mais depuis très très tôt, je me fichais de ce que pensaient les gens. Et la chance incroyable que j'ai eue, c'est que tous mes amis, quand j'étais enfant, la majorité amis, c'était souvent des Arabes, ils se fichaient que je sois fan de dessin et tout ça. En fait, j'aurais pu tomber sur des gens qui me disent « Ah, mais t'es un peu chelou », tu vois.
en fait, j'étais avec des gens qui se fichaient de qui j'étais. Et du coup, qui me prenaient comme ça, et après, on est tous un peu nos caractères dans le groupe d'amis, mais ils se fichaient de ça, et du coup, ça me permettait d'être complètement moi-même, parce qu'en fait, j'ai aucun regard un peu accusateur, ou un peu en me disant, ouais, t'es un peu chelou, tout ça. En fait, comme mes potes m'ont accepté à 100%, et que pendant l'adolescence et l'enfance, c'est un truc qui est super important, je pense, pour le développement de tout le monde. Moi, j'ai pas eu ce problème-là. Je voulais te poser la question parce que tes dessins, il y a souvent des bonhommes, des petits bonhommes avec un petit cœur et des grosses têtes. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est une perspective un peu d'enfant. On retrouve souvent ça chez les Barbie, les Bratz. C'est volontaire d'avoir toujours ce regard d'enfant sur les choses. En fait, j'essaie de dessiner des adultes comme des enfants. Parce que je pense que. Je crois pas à l'adulte. Ouais. Moi, je crois pas du tout en l'adulte. Je pense qu'on est tous des gamins. Tous des gamins un peu plus, avec plus ou moins de responsabilité et de sérieux, mais je ne crois pas du tout en l'adulte. Parce qu'en fait, quand tu vois des adultes, tu vois, là, je vais prendre un exemple tout bête, le climat. En fait, on voit que le climat part en live et que c'est une catastrophe. Sauf que les gens qui nous dirigent, en fait, se comportent vraiment comme des enfants, c'est-à-dire qu'on dirait qu'ils ne voient pas le futur arriver. Et du coup, ils font rien pour que ça s'arrête, parce qu'il y a des enjeux économiques incroyables. Et du coup, je pense qu'il y a un peu quelque chose comme ça que j'essaie de dessiner quand je dessine mes personnages. En fait, on est tous des gamins. Et en fait, des grands gamins. Voilà, on fait en sorte de faire du mieux qu'on peut. À la fin du livre, déjà ce livre, c'est comment tu es devenu presque toi. Tu cites aussi d'autres parcours de personnes qui t'ont inspiré. C'était important pour toi de t'amener par ça, de faire une entrée vers d'autres personnes qui font partie un peu de tes inspirations. Qu'est-ce que j'ai cité à la fin? Faiz Again, Wafa, t'en as cité des journalistes. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Je resitue totalement le truc. Oui, en fait, c'était de savoir comment eux, qui ont pu m'inspirer un moment ou un autre de leur vie, ont fait pour être eux-mêmes. Et comment. Et c'est très vaste, hein. Il y a plein de gens, gens différents. Hein. Ça va de Faiz Again à Usul de Mediapart, je crois qu'il y a Nadia Rose, l'humoriste, il y a plein de gens, et de savoir comment ces gens-là, eux, arrivent à être eux-mêmes, parce que c'est pas évident d'être eux-mêmes. C'est ça qui t'intéresse finalement chez les gens, comment est-ce qu'ils s'assument et qu'ils sortent des cases? Ouais, je pense que ça m'intéresse pas mal, parce qu'il y a tellement peu de gens qui s'assument, et je parle pas des gens qui sont dans l'extravagance, voilà, et qui du coup... parfois jouer un rôle, je joue le rôle de l'extravagant. Vraiment d'essayer d'être soi-même. Tu vois? Et ça, pour moi, ça me fascine. Ça me fascine complètement. Parce que c'est super dur. Parce que tu as toujours des gens qui te jugent. Et du coup, les probabilités pour que tu arrives à être toi-même dans la vie, elles sont super minces. Parce qu'en fait, il faut tomber sur les parents qui te laissent à peu près faire ce que tu veux. Il faut tomber sur les amis qui te laissent faire ce que tu veux. Il faut tomber sur la femme ou le mari qui te laisse faire. Et du coup... Mais t'as des gens qui savent même pas ce qu'ils sont. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est super triste parce que tu tombes sur des gens. Je suis redescendu en Auvergne, je suis tombé sur un vieux pote qui me dit j'aurais adoré faire comme toi. Parce qu'il était aussi dessinateur un peu quand on était jeune. Et je lui dis mais qu'est-ce qui t'en a empêché? En fait, qu'est-ce qui t'a empêché d'aller vers là, quoi? Tu vois? Et c'est quoi ton conseil du coup à ces gens-là? Si t'en as? Parce que toi, c'est inné finalement. Je sais pas si j'aurais un conseil parce que en fait, quand tu fais quelque chose qui réussit un peu, en fait, t'as pas de... Il y a pas mal de chance, tu vois. Pas mal de chance et de... Après, il y a beaucoup de travail, tu vois. Moi, j'en vois qui lancent des projets, qui m'écrivent en disant ouais, je veux devenir dessinateur, j'aimerais faire ça. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte de la masse de travail que c'est. C'est-à-dire que là maintenant, je dessine un truc je pense que c'est facile. Nul, voilà, et je vais avoir tant de likes, voilà. Ça. En fait, pour arriver à ça, bah, il y a vraiment du travail, il y a vraiment beaucoup de travail. Je crois que c'est une phrase je crois que c'est Picasso qui dit ça. J'ai mis 10 ans à apprendre à faire ça en 10 minutes. Tu vois le truc? Et ça résume tout le truc. Ça résume tout le truc. En ce moment, on est un peu en mode vraiment gribouillage de partout. Toi, comment tu t'en sors avec ce qui se passe, l'atmosphère? Tu prends du recul? Ouais, je prends du recul. Pour la première fois, je prends du recul. D'habitude, j'étais à fond dedans, en mode bam, je suis à fond dans l'actu. En fait, l'actu, tu peux pas aller aussi vite qu'elle. Et du coup, j'essaie vraiment de prendre du recul, j'essaie de faire des projets qui soient un peu plus perso et qui vont tenir dans le temps. Parce qu'en fait, les dessins d'actu, c'est de l'éphémère. En fait, tu suis leur calendrier à eux, tu suis le calendrier de l'actu, du coup, en fait, tu produis pour l'actu, mais en fait, tu ne produis rien pour toi.
Tu vois Du coup, tu as besoin de créer, mais pour toi, et plus pour les gens. Exactement. Et tu es à cette phase-là. En fait, quand je crée pour moi, je crée pour les gens. Mais quand je dis que je ne veux pas créer pour les gens, c'est que je ne veux pas créer pour l'actu. Je veux pas créer. Donc, il n'y a plus cette instantanéité. Je ne veux pas créer pour un hashtag. Voilà. En fait, c'est vraiment, je ne veux pas créer ni pour un hashtag ni pour un algorithme. Voilà. Et ça, c'est difficile parce qu'il y a toute une bataille d'ego où tu te dis, bon, bah, je vais poster une peinture. Des fois, je poste des peintures sur ma page. Et je vois qu'en fait, les gens s'en foutent, ou peu de gens s'en foutent, mais ceux qui sont intéressés par ça, et ben en fait, ils vont bien commenter, ils vont essayer de comprendre ce que j'essaie de faire, et c'est super cool. Mais du coup, il y a cette bataille d'ego de dire, en fait, du coup, voilà, j'ai posté un truc, j'ai mis 10 jours pour le faire, j'ai peint, j'ai vraiment donné ma personne, mais en fait, ça n'a pas autant marché qu'un dessin d'actu, parce que les gens, ils sont... c'est ce qu'ils veulent en fait. Et l'algorithme ne va pas aussi forcément te mettre en avant. Et l'algorithme ne va pas mettre en avant parce que je ne vais pas avoir le hashtag Darmanin, le hashtag Macron 20h, le hashtag confinement, tu vois. Et ça, je pense que c'est un problème qu'ont tous les artistes, c'est vraiment de dessiner pour un algorithme. Et c'est le pire truc qui est en train de nous arriver. Que puisse arriver pour l'artiste. Je voulais savoir s'il y avait des livres qui t'inspiraient. Des livres qui m'ont inspiré. Ouais, qui t'ont marqué ou... Moi, il y a un livre, en fait, c'est un manga. C'est un manga, donc c'est pas un livre. C'était L'apprenti mangaka d'Akira Toriyama, où il t'apprend à devenir à dessiner des mangas. Et j'ai dû le lire 1 million de fois quand j'étais petit. En fait, je voyais ça et pour moi, c'était la voie royale. Je voyais comment, en fait, il t'explique comment dessiner les perspectives, il t'explique ensuite comment envoyer à ton éditeur, comment... et rentrer dans ce niveau de détail-là. Et du coup, j'étais là, ça c'est génial et tout, c'est exactement ça que je veux faire. Du coup, quand j'ai des pistes, ma petite Bible et tout... Mais du coup, tu as aidé à trouver ta voix finalement. Ouais, complètement. Après, le coup de l'éditeur, ça c'était très flou pour moi quand j'étais petit de savoir, mais comment on envoie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple parce qu'on se dit, bah, je vais sur internet, alors acte sud, tac, boum, boum, je renvoie le manuscrit en PDF et le truc est parti. Voilà, et ensuite, dès que j'ai un petit peu de notoriété, je peux demander à des contacts, demander directement à des éditeurs et discuter. Voilà. Après, il y a le réseau qui se met en place. Voilà, il y a le réseau qui se met en place. Et quand tu es enfant, tu ne comprends pas du tout comment tu prends ton dessin et comment il est publié, qui vient te voir. Il y a plein de choses comme ça. Puis tout ce qui t'intéresse quand t'es enfant, c'est de dessiner, qu'on te dise ok, c'est top. Exactement. Et tu crois que tout est top. Moi, j'étais vraiment dans la mine. Je me souviens qu'à 10-11 ans, j'avais envoyé des dessins à Charlie Hebdo. J'avais fait une enveloppe et j'ai envoyé des dessins à Charlie Hebdo. T'as une réponse? J'ai jamais eu de réponse. En pensant que c'était bon. Ça allait être publié. C'est super drôle ce que je t'ai dessiné. T'as acheté les magazines après pour voir s'ils étaient publiés? Non, en fait, j'ai acheté une fois ou deux, mais j'avais 10 ans, quoi. Je comprenais rien à ce qui. Enfin, je trouvais ça drôle, tu vois. Des fois, je trouvais ça drôle, des fois, je comprenais pas leur dessin. Et en fait, non, ça m'est jamais paru. Et tes futurs projets, tu veux en parler? Pour l'instant, c'est du perso-perso? Là, pour l'instant, c'est un peu du perso, mais non, le prochain qui arrive, c'est un livre pour enfants, mais pour adultes aussi, donc c'est dans le titre, pour comprendre le racisme systémique. Et en fait, sortir de ce truc de livre pour enfants où en fait, le racisme, c'est souvent Pierre n'est pas Moussa parce que Moussa est noir, et en fait, le racisme, c'est pas bien. En fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus profond que ça, et en fait, c'est pourquoi le racisme pur, moi il me dérange pas. Une vieille dame là qui me dit j'aime pas les arbres dans la rue, je dis je suis désolé madame, je suis là. Et je continue. Mais à partir du moment où ça m'empêche d'avoir un logement, ça m'empêche d'avoir un prêt à la banque, ça m'empêche d'avoir un travail, là on est sur d'autres critères et c'est de ça que va parler le livre. Et du coup tu vas rééduquer les adultes en les prenant pour des gosses? Ouais, en fait, un peu les deux. Je pense qu'il y aura un double langage. Je pense que les deux trouveront un peu leur. Parce que parler à un enfant de prêt bancaire, c'est comme lui parler d'édition alors que t'as dessiner. Exactement. Donc on va effleurer le sujet. Voilà, et puis. Et aussi, par exemple, un autre sujet, parce que du coup, ça, j'avais échangé avec Gracie pour ça, c'était pourquoi les Chinois sont jaunes, par exemple. Pourquoi on dit que les Chinois sont jaunes alors qu'ils ne sont pas jaunes du tout. Et du coup, de savoir d'où ça vient et de déconstruire le truc. Déconstruire les clichés. Voilà, ça sera dans le livre aussi. Ouais, ça, déconstruire un peu tous les clichés. Pourquoi on dit que les Juifs aiment l'argent, pourquoi. Enfin, et en fait, il y a une raison à tout. Il y a toujours un mec qui a dit au XVIIIe siècle, voilà, les Chinois sont jaunes. Parce qu'en fait, il fallait leur trouver une couleur. Enfin, tu vois, c'est très. Tu sais que ça me fait penser à un truc, parce que dans l'actualité sur TF1, dans les 12 coups de midi hier, ils ont posé une question du style pourquoi les Réunionnais ont les ongles longs? Et ça a fait, je ne sais pas si tu as vu passer ça sur les réseaux, mais ça a fait toller, c'est du racisme, etc.
Et en fait, quand tu déconstruis, tu comprends que finalement c'est un point de départ, que ça vient des Chinois, etc. Donc c'est ça que tu vas faire, c'est traiter de ça, de déconstruire. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu déconstruire ça. Par exemple, je vais parler du blackface. Là, c'est pas mal d'actualité, mais de comprendre pourquoi. En fait, en soi, quand on dit ouais, bah, il s'est peint en noir, si t'es pas du tout déconstruit, ça te paraît vachement. Tu te dis bah, il est pas en noir, donc bah, voilà. Surtout que c'est un gars qui adore le basket. Il adore le basket, il jouait avec des noirs et tout, il ne peut pas être raciste. Voilà. Et du coup, en plus, tous les globetrotters sont des clubs. Les Harlem Globetrotters, ils sont tous noirs. Donc, déjà, c'est faux. Il y a des blancs, il y a des femmes, il y a des hispaniques, il y a un peu de tout. Et en fait, c'est de comprendre pourquoi ça peut être problématique pour les noirs qu'on se peigne en noir. Tu vois. Il y aura du dessin et du dessin et du texte. Tu continues sur ce format-là pour l'instant, toujours? Bah là, sur ce bouquin-là, oui, parce que pour enfants, donc que du texte, je pense qu'ils tiennent dans ce moment. Et est-ce que tu as envie de faire aussi que d'écriture t'orienter vers de la création plus purement littéraire? Ça, c'est le projet d'après. Et ça te plairait de... Ouais, mais je trouve ça super excitant, parce qu'en fait, je suis déjà en train de travailler dessus, et du coup, c'est super excitant, parce qu'en fait, avec les mots, tu vas dire autre chose, tu seras confronté à d'autres problématiques que tu n'avais pas dans le dessin, parce que dans le dessin, tu veux montrer une rue, tu montres une rue. Tu veux montrer une rue qui est sale, tu montres une rue qui est sale. Là, il va falloir travailler le truc pour faire ressentir aux gens à quel point elle est sale et à quel point toi tu ressens comment elle est sale, parce qu'elle n'est peut-être pas aussi sale que tu vois. Voilà. Merci beaucoup, Raki. Merci à toi. Et allez lire son livre, c'est une tuerie. Ciao.